Bonjour ou bonsoir à tous et à chacun. Je suis heureuse de noter qu'à RAREC, un rassemblement des acteurs pour la renaissance du Congo, me fait aujourd'hui honneur d'innover la présentation de mon émission, le rendez-vous. Au lieu de notre format habituel en studio, j'ai le grand plaisir d'animer notre émission aujourd'hui en accueillant pour vous un panel d'experts. Comprenez cette éminente personnalité du monde académique et juridique qui vont disséquer avec nous la question brûlante de l'actualité qui va concerner chaque Congolaise et Congolais. Voilà un peu ça. Durant les 15 prochains jours, il s'agit bien sûr, bien entendu, des élections présidentielles, législatives, provinciales et communales. Alors, laissez-moi vous présenter mes invités. Il s'agit d'abord du professeur Boy Kamulaya, qui est fondateur de l'ASBEL RAREC. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Je corrige, c'est Kamulayi. Kamulayi Chamanyangala. Enchanté. Merci, madame. En forme, professeur? Très bien. Merci. Voilà. Il y a aussi les professeurs Makolo Moussoissoa Bertin, professeur à l'université de Kinshasa. Je m'en veux vous présenter le professeur Kabamba Kabata, qui est de l'UPEN. Merci d'être là malgré les embouteillages terribles. Voilà, il y a aussi le professeur Ngoma Binda de l'université de Kinshasa. Une femme dans ces panels, c'est madame Mouleka Mobikai, Thérèse, cofondatrice du Rassemblement des acteurs pour la renaissance du Congo, RAREC. Merci beaucoup madame Bissosa. Je me sens très honorée d'être là aujourd'hui. Ça vous crée pas de ennuis, non? Ça vous décourage pas? Absolument pas. Ça vous donne pas de recul? Non. Non plus la peur? Vous avez un mot à dire? Oui, j'ai un mot à dire. Je crois que la femme fait partie intégrante de tout ce qui se passe dans la société, particulièrement dans notre pays. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour porter les voix de plusieurs qui ne sont pas là. Voilà, professeur Ampoy, je commence avec vous. Par rapport au thème retenu pour cette conférence, n'est-ce pas, vous êtes le prophète de malheur de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo, alors que le chef de l'État actuel, bien qu'il soit fin mandat, il prône de bonnes choses, des avancées en notre République démocratique du Congo. Merci beaucoup, madame, pour cette question que je ne qualifierai pas de question embarrassante. Mais puisque vous posez une question importante, très importante pour notre pays en ce moment, je vais, avec votre indulgence, prendre un temps important pour donner les contours de cette question et de cette préoccupation. Suis-je ou serais-je un prophète de malheur? Sommes-nous autour de cette table des prophètes de malheur? La réponse immédiate est simple. Je ne suis pas un prophète de malheur, nous ne sommes pas des prophètes de malheur. La mission d'un prophète est d'annoncer ce qui est bon, d'annoncer ce qui peut être moins bon, de dénoncer ce qui est mal, afin que le roi, parce que le prophète s'adresse d'abord et surtout au roi, qui a la charge de veiller sur la cité, afin que le roi fasse ce qui est bon. Je suis conscient que cette réponse lapidaire que je viens de donner présentement ne puise pas le temps que vous m'accordez et que je vais utiliser à bon escient. Moi particulièrement, je suis un professeur d'université. Vous avez, comme nous le constatons, nous sommes tous autour de ce panel
des professeurs d'université. Et Madame, mon épouse, pour ne pas la nommer, n'est pas professeure d'université, mais toute femme, toute mère est la première éducatrice. Et comme l'on dit, former une femme, éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. J'ai aussi le privilège de pratiquer un métier. Je suis avocat, praticien du droit, et donc par nécessité, la pratique de ces deux métiers d'enseignant et d'avocat font de moi au quotidien un observateur privilégié de la réalité politique et socio-économique de notre pays. En tant qu'intellectuel congolais, je me sens profondément interpellé par les conditions de vie infrahumaines. Et je pèse bien ce mot. Les conditions de vie infrahumaines dans lesquelles notre peuple patauge et végète littéralement depuis le 1er juillet 1960. Suite au refus de continuer à demeurer dans le lot de nos compatriotes qui se contentent de n'être que des spectateurs dociles et inconscients, sinon des complices actifs de la misère que les politiciens de tous bords et de toutes catégories continuent d'infliger à notre peuple depuis 63 ans, mon épouse et moi-même avions résolu de créer le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC ASBEL en sigle, pour servir de vivier au sein duquel nous devons forger la conscience de notre peuple pour l'amener à comprendre que toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Cette expression n'est pas mienne, elle provient d'un fameux juriste français qui répond au nom de Joseph de Maistre. Dans exactement 5 jours à compter de la date d'aujourd'hui, nous allons nous rendre devant les urnes en tant qu'électeurs munis d'une seule arme létale. Une arme létale que la loi autorise chacun de nous d'utiliser pour abattre et mettre définitivement hors d'état de nuire chaque politicien qui a contribué à faire le lit de la misère et de la souffrance de notre peuple tout au long des 63 dernières années. Si chacun de nous utilise son bulletin de vote à bon escient et de manière efficiente, nous aurons ainsi posé les jalons de l'émancipation radicale et de l'affranchissement total, irrévocable et irréversible de notre peuple du joug de l'oppression à laquelle nous sommes subjugués par les politiciens qui nous gouvernent depuis la fin de la colonisation formelle de notre pays le 30 juin 1960. Le thème de la présente conférence est très clair: unité nationale menacée ou naufrage annoncé. Examinons tour à tour le contenu que j'imprime à ce binôme. A.
quels sont les dangers qui menacent l'indépendance de notre pays, son intégrité territoriale et notre cohésion nationale. La fuite du dictateur Mobutu le 16 mai 1997 était censée avoir sonné le glas de l'oppression de notre peuple par des politiciens cupides, véreux et sans foi ni loi, qui étaient totalement assujettis à exécuter servilement la volonté unilatérale de Mobutu pour lui permettre d'assouvir la soif d'argent et de pouvoir qui était le seul leitmotiv de sa pérennisation au pouvoir. Il convient de noter que la deuxième guerre civile qui fut enclenchée le 2 août 1998 et qui se poursuit encore effectivement à ce jour avec virulence dans la partie orientale de notre pays démontre à suffisance que l'unité nationale de notre pays continue d'être effectivement menacée. Dans son préambule, la Constitution de la Troisième République, qui fut adoptée par référendum le 18 février 2006, déclare ce qui suit. Nous, peuple congolais, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle, considérant que l'injustice, avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives. L'article 5 de cette Constitution proclame que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. L'architecture institutionnelle établie par cette Constitution a doté notre pays d'un régime politique de type parlementaire qui comprend les institutions gouvernementales suivantes. 1. Le président de la République, dont les attributions sont spécifiées très clairement en termes de 20 articles, c'est-à-dire les articles 69 à 89 de la Constitution. Le Parlement dispose des attributions détaillées dans 48 articles, notamment les articles 100 à 148 de la Constitution. Le gouvernement, qui est une institution spécifiquement mentionnée par la Constitution, est doté de compétences propres qui sont stipulées au terme de 5 articles allant de l'article 90 à l'article 95 de la Constitution. Enfin, le quatrième, c'est les cours et tribunaux qui ont le monopole de dire le droit
leurs missions sont détaillées à travers 20 articles allant de l'article 149 à l'article 169 de la Constitution. De 2006 à ce jour, le fonctionnement de notre pays se fait cependant sous la forme dictatoriale. Je répète, sous la forme dictatoriale, en violation flagrante, constante et permanente de l'équilibre théorique des pouvoirs tel qu'il est établi en termes des articles pertinents de la Constitution. Nul n'ignore qu'en dépit des apparences, tous les pouvoirs institutionnels établis par la Constitution de 2006 étaient concentrés entre les mains dictatoriales du président de l'époque, durant tout son règne. Cette concentration dictatoriale du pouvoir entre les mains de l'ancien président permit à ce dernier de supprimer aisément le système électoral à 2 tours de scrutin, afin de donner à notre peuple un sentiment fictif de souveraineté à travers des élections de façade, dont tous les élus sont prédéterminés par des choix effectués de manière totalement discrétionnaire et occulte par des chefs de parti qui sont effectivement à la solde des dictateurs qui se trouvent au sommet de l'État. À l'approche de la fin de son mandat, qui devait se terminer en septembre 2016, les agents de l'ancien chef de l'État s'ingénièrent à produire un Parlement dont la loyauté devait demeurer acquise à cet ancien chef de l'État au-delà de la durée de son mandat présidentiel. C'est ainsi que le Parlement issu des élections réputées frauduleuses du 30 décembre 2018 engendra un Parlement comprenant majoritairement des membres du FCC qui força le président actuel à former un gouvernement de coalition dont la composition était dictée par l'ancien président. De manière astucieuse et agissant du point de vue du juriste que je suis, en parfaite violation de toutes les normes classiques en matière de gestion des finances publiques. Le président actuel parvint à s'emparer de tous les leviers, tous, d'ordonnancement des dépenses et des sorties des fonds du Trésor public. Connaissant la vénalité légendaire de nos politiciens, et ceux d'entre nous qui sont plus âgés savent que cette vénalité a commencé depuis l'époque de la table ronde. Elle s'est poursuivie à travers le conclave de Lovanium. Elle s'est élargie et institutionnalisée durant tout le règne du dictateur Mobutu. Le nouveau président de la République acheta littéralement la majorité des députés dont l'allégeance était entièrement acquise à l'ancien président. C'est ainsi que naquit une nouvelle coalition gouvernementale dénommée Union sacrée de la nation, qui entraîna en janvier 2021 l'effondrement de la coalition CACH-FCC, à la faveur de laquelle le président actuel avait conquis le fauteuil présidentiel. Voyons maintenant quelle est la menace. Qu'est-ce que j'entends par cette menace de naufrage qui guette notre nation face aux enjeux du scrutin, aux enjeux électoraux du scrutin du 20 décembre 2023. Pour les besoins de notre propos, je retiens ici cette définition
que les dictionnaires de la langue française donnent, parmi tant d'autres, pour le mot naufrage. Il s'agit d'un désastre, un effondrement d'un système de valeurs. L'Afrique tout entière, ainsi que le monde, regarde notre pays avec pitié et avec une commisération empreinte de mépris et de risée face à la régression phénoménale dans laquelle tous les politiciens, tous, sans aucune exception, ont dirigé, à la régression dans laquelle tous les politiciens qui ont dirigé notre pays depuis le 1er juillet 1960 jusqu'à ce jour n'ont cessé de plonger notre pays. À 15 jours de la date du 20 décembre 2023, des nuages annonciateurs d'une tornade qui pourra secouer violemment notre pays et y causer des dommages innommables, ne cessent de s'amonceler dans la stratosphère congolaise. Lorsque nous observons de manière non partisane le déroulement de la campagne électorale qui entre maintenant dans sa 3e semaine, nous ne pouvons nous empêcher de relever les faits suivants qui sont bien et clairement palpables. 1. L'argent absolument mal acquis, au détriment absolu de notre peuple, est dépensé de manière ostentatoire pour jeter en pâture des masses paupérisées de nos compatriotes dans les rues afin qu'ils chantent les louanges des politiciens qui abreuvent ces masses de promesses chimériques et factices que nul parmi eux ne pourra jamais concrétiser. 2. Des ententes conduites secrètement entre candidats présidentiels pour se désister au profit de tel ou de tel autre concurrent moyennant des assurances de jouir d'un poste juteux dans leur gouvernement, démontrent clairement à quel point la souveraineté du peuple est totalement bafouée par les politiciens dont la seule aspiration est de servir leurs intérêts personnels au lieu de servir le peuple. 3. La polarisation tribale est activement exploitée par les politiciens afin de faire le lit des débordements communautaires, quelle que soit la tribu du candidat présidentiel que la CENI et la Cour constitutionnelle proclameront comme étant le vainqueur du scrutin. Il suffit de penser à ce qui s'est passé à Malema Koulou, à ce qui se risque de se passer à Kasumbalesa, à ce qui se passe dans le Kwango et Kenge, à ce qui se passe dans le Maïndombe et à ce qui s'est passé l'élection passée, notamment au Kasaï, avec le phénomène dit de Kamwena Sapu. Enfin, 4. Le scrutin à un seul tour porte en lui-même les germes qui amplifieront l'absence de légitimité du vainqueur du scrutin du 20 décembre 2023, parce qu'il est mathématiquement impossible que le dit vainqueur puisse en émerger avec une majorité confortable
qui constituerait le gage d'une forte acceptation populaire de sa victoire. Face à tous les risques épinglés ci-dessus, notre devoir patriotique nous pousse à offrir les recommandations ci-après à notre peuple. 1. Déclarons qu'à la lumière des contraintes qui prévalent effectivement à l'heure actuelle, à 2 semaines de l'élection, à travers l'ensemble de notre territoire national, va ternir les élections qui sont projetées à la date du 20 décembre 2023 et constitue d'ores et déjà une gageure qui risque de plonger notre pays dans un gouffre dont nous aurons beaucoup de peine à nous extraire. 2. Émancipons-nous du joug auquel les politiciens nous ont subjugués depuis 1960 en exigeant la convocation d'une assemblée constituante qui permettra à notre peuple de redéfinir les bases fondamentales de notre vie commune à travers l'adoption d'une nouvelle constitution. 3. Exhortons tous nos leaders sociopolitiques et religieux à assumer courageusement leurs responsabilités pour trouver un consensus, pour générer un consensus basé sur l'intérêt supérieur de notre peuple plutôt que sur la poursuite des intérêts individuels de tous ceux qui n'ont plus aucune légitimité pour continuer à utiliser des astuces politiques et des artifices juridiques susceptibles de leur permettre de s'accrocher au pouvoir en accroissant la misère et la souffrance de notre peuple. Enfin, gardons constamment et vivement dans notre esprit que si nous refusons d'agir en tant que peuple pour décanter l'imbroglio dans lequel notre pays s'achemine à vive allure, d'ici le 20 décembre 2023, notre pays n'échappera pas au sort que d'autres pays sur notre continent ont expérimenté avant nous, à savoir notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, la Guinée, la Libye, le Mali, le Tchad, la Tunisie et enfin le Zimbabwe. L'heure est éminemment grave. Agissons donc en patriotes, tant qu'il est encore temps de le faire. Nous mériterons ainsi l'appréciation et la gratitude éternelle de notre postérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, très cher professeur, pour ces messages impérieux. L'éveil des consciences, vous invitez la population à opérer des choix judicieux, la centrale électorale faire bien son travail pour que ces processus puissent aboutir à bon port. Donc, c'était vraiment important. Maintenant, nous allons inviter les professeurs Kabamba. Professeur Kabamba, qu'est-ce qu'il faut faire normalement pour que notre pays, la République démocratique du Congo, puisse être un Eldorado africain? Notre pays est riche, mais apparemment la population ne sent pas cette richesse. Nous vivons dans la pauvreté. Les Congolais ne mangent pas à leur faim le panier de la ménagère. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler du taux d'échange et consorts. Qu'est-ce qu'il faut faire nécessairement pour que la RDC soit un Eldorado africain? Personne n'a le souhait de voir le pays où il habite, la terre des
ses ancêtres connaître de mauvaises situations. Dans l'histoire de l'humanité, les peuples ont toujours désiré leur prospérité. Avant d'aller rapidement dans le vif du sujet, j'aimerais personnellement être dans le réalisme par rapport au sujet de cette émission que vous avez annoncée. L'unité menacée, naufrage annoncé. Moi, j'aimerais dire, soyons réalistes, posons nos deux pieds sur terre, analysons, après une réflexion claire, objective, le contexte de notre parcours en tant que nation, dès la constitution de ce vaste territoire en État indépendant du Congo. Regardons d'où nous sommes venus. Vous verrez que c'est une histoire faite de moments inexplicables de douleur, de peine, que nombreux ont tenté d'expliquer. Je me dis, nous sommes une génération qui peut-être parmi certains d'entre nous, ceux qui sont autour de cette table, est une génération de transition. Mais il y en a aussi qui vont hériter ou qui n'ont connu que cette situation depuis 1960 avec une volonté exprimée d'aller vers l'avant. L'unité, oui, ce territoire doit être uni. Moi, on ne peut pas me demander un autre point de vue, si c'est lui de dire nous tiendrons debout en tant que peuple pour que ce territoire de la RDC, que nous avons hérité de nos ancêtres qui ont connu la colonisation, l'exploitation et qui nous l'ont laissé unis, mon souhait, mon désir le plus ardent, c'est de considérer qu'on ne peut pas fléchir et dire que l'unité doit être menacée. Et là, ça va passer par quel schéma? Oui, il y a des ingrédients pour maintenir l'unité. Je pourrais rapidement les donner. Et quand nous maintenons cette unité, ça sous-entend que nous prenons en main la responsabilité en tant que peuple pour qu'il n'y ait plus jamais des tourments, des temps difficiles, de naufrages qui pourraient tenir ce peuple en dehors de ce qui doit être fait pour l'unité. Les ingrédients, il y en a. Il y en a. Et moi, je ne peux pas être de ceux qui pensent que nous allons fléchir les mains parce que nous avons parmi nous des gens qui se sont levés pour faire de la politique et croire qu'ils ont la décision de vie ou de mort sur nous. C'est pourquoi moi je pense que l'unité est à forger. Aucun territoire au monde, par expérience, analyse en tant que géographe, ne peut prétendre en tant qu'État penser que le territoire va rester sans qu'il y ait un effort de cohésion de tous, va demeurer uni. On a vu des États se disloquer. Le plus grand empire, Union soviétique, s'est disloqué. Parce qu'ils n'ont pas fait attention à certaines choses. La Yougoslavie. Il y a même un moment où on a pensé, dans les années 90, on a pensé, pour ceux qui étaient à l'étranger, que l'expérience décevante de l'ex-Yougoslavie était bien préparée pour subvenir en RDC. Mais Dieu merci, ce ferment d'unité est resté là.
même menacés. Mais il faut analyser les causes des menaces contre l'unité. Elles ne sont pas, à mon avis, à mettre d'emblée, d'un trait, sur le dos d'une petite minorité, soit-elle influente, de notre population, que constitue l'élite politique, l'élite intellectuelle. Encore faudrait-il savoir s'il y en a. L'élite religieuse, les forces traditionnelles ont leurs responsabilités dans la situation qui nous inquiète. Il faut donc revenir au sens de ce qui doit nécessairement nous unir. Ce qui doit nous unir, à mon avis, c'est ce territoire sur lequel nous sommes et qui forme notre ciment. On ne peut pas être appelé Congolais si on n'a pas ce territoire tel qu'il est. Sinon, on dirait il est originaire du Kasaï, il est originaire du Kivu, il est originaire du Congo central. On dira que ce sont les originaires. Mais quand on dit Congolais, c'est ce territoire de 2 345 410 km². Il doit, à mon avis, demeurer uni, quel que soit le contexte politique des élections ou des tourments liés à des contextes de pillage ou de prédation que nous connaissons. Quand ce territoire est uni, nous pouvons alors, en gardant l'unité du cœur du peuple, avancer. Nous sommes dans un pays où il n'y a plus ce qu'on a pris l'habitude d'appeler crier sur celui qui a mal agi. Si vous parlez en Chiluba, on dirait, c'est ma langue, Bekwela Bantu Bibing, quand quelqu'un a mal agi. On appelle ça la clameur publique. Moralement, la déchéance morale nous concerne tous. Quelqu'un peut mal agir, qu'il soit de la famille, qu'il soit de l'Église, parce qu'on est proche de lui, le mal est toléré. Nous avons autour de cette table de philosophes, je crois qu'ils reviendront sur cette question de déchéance morale. Mais moi je dis, en tant que chrétien, tant qu'on sera dans la posture de dire quelqu'un a mal agi, nous tolérons. Tolérer le mal, c'est être complice de ce mal. Après tant d'années de colonisation, il y a de plus en plus de personnes qui ont le souvenir vague et heureux de la période coloniale et qui pensent que ce pays était mieux sous la colonisation que maintenant et que les périodes les précédentes valent mieux que celles que nous vivons aujourd'hui. Moi, je dis, la constance du système du libéralisme et de prédation que nous avons connu a eu tant de force maléfique sur le pays qu'il nous faut réinventer une nouvelle conscience nationale pour garder l'unité de ce pays. Professeur Ngoma, à vous la parole. Les élections, nous parlons tous des élections, c'est bientôt d'ici là, sous peu, la Commission électorale indépendante va organiser les élections générales. Mais vous pensez qu'il y a possibilité de remplacer les élections par un autre mode de désignation? Pour les élections, vous avez posé la question, j'ai toujours pensé que le choix que nous avons fait d'organiser toujours des élections au suffrage universel direct est un très mauvais choix. Ça retarde notre entrée dans le développement socio-économique. Pour deux raisons. La première raison, c'est que toutes les élections que nous faisons depuis 2006 coûtent très cher et donc préjudicient des actions qu'il faudrait mener en faveur
du développement socio-économique. Tenez, mes chers amis, en 2006, nous avons dépensé près de 480 millions de dollars. En 2011, 712 millions de dollars. En 2018, déjà, les prévisions étaient à 1,3 milliard de dollars. On n'a pas fait toutes les élections locales, etc., communales. Et pour le moment 2023, les prévisions sont déjà à 1,8 milliard. Ça peut être moins, mais c'est plus d'1 milliard de dollars. Et en 2028, ce sera à peu près 2 milliards de dollars que ça va nous coûter. Sincèrement, si nous sommes rationnels, nous ne pouvons pas nous permettre toujours de dépenser autant d'argent pour des élections dont les résultats seront contestés, dont les résultats ne sont pas toujours, depuis 2006, ne sont pas toujours fiables. Nous devons être rationnels et même moraux, c'est-à-dire un sens éthique assez élevé, parce que quand nous dépensons beaucoup d'argent, entre-temps, les gens n'ont pas de route, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau quelque part. Donc, nos choix déterminent le degré, soit de notre sous-développement, soit carrément de notre avancée vers la force qui est attendue de nous. La force militaire, la force agricole, toute la force. Mais si nous nous permettons toujours de dépenser de l'argent dans des élections au suffrage universel, direct, tel que nous voyons pour le moment, je vous assure, nous nous affaiblissons. Ceux qui aiment bien la démocratie diront, aiment me dire, bon voilà, l'argent c'est rien, mieux vaut choisir toujours. Oui, je veux bien qu'on choisisse, mais les gens intelligents choisissent de choisir les chemins le plus court possible et le moins coûteux possible. Mais nous, je crois que c'est très grave cette option que nous avons prise. Madame, dans plusieurs de mes ouvrages, j'ai fait la philosophie politique et la science politique. Dans plusieurs de mes ouvrages, j'ai préconisé ce que j'appelle un système indirect ascendant concentrique, c'est-à-dire les élections commenceraient au village. On choisit le conseil du village et la présidence du village, et les élus iront maintenant au groupement ou au secteur, et eux élisent les conseillers du secteur, les présidents du secteur, ou peu importe le nom que vous donnerez, et ceux-là passeront au territoire pour élire le président du territoire et le conseil du territoire. Et les élus passeront après, les élus à ce niveau-là passeront après au niveau de la province pour élire les députés provinciaux et le gouverneur de province. Ainsi de suite. Rappelez-vous, parce que le professeur Ampoy, j'étais content lorsqu'il annonçait tout à l'heure là une assemblée constituante qui devra absolument se faire dans notre pays. En 1964, 1er août 1964, on a promulgué la constitution de Loulo-Abour. La constitution de Loulo-Abour, Kananga actuelle, prévoyait que l'élection du président de la République devait se faire par le Parlement, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, mais également les députés provinciaux qui pourraient voter à partir de leur propre siège, de leur propre bureau de travail. C'est cela qui était prévu. Et c'était intelligent.
les Liaou, les Léo et tout ce qui était là, c'était plus intelligent que ce que nous faisons pour le moment. Et ça ne pouvait pas coûter plus de 200 $. J'ai toujours fait rire les étudiants quand je fais des conférences. Je dis, nos élections, si nous sommes conscients que la priorité est plutôt le développement socio-économique, nos élections ne peuvent même pas coûter 20 $. Même pas pour l'élection présidentielle. Parce qu'on va au palais du peuple, on distribue du papier, une rame c'est 10 $, moins de 10 $. On découpe une rame, on donne à chacun, bon, vous votez pour qui? Et dans les assemblées provinciales, on fait la même chose. Ça ne peut pas coûter plus de 20 $. Professeur Makolo, à vous la parole maintenant. Vous êtes philosophe. La RDC doit décoller. Les pays stagnent depuis 1960. Selon d'aucuns, aucune lumière au bout du tunnel. Est-ce que vous pouvez anticiper l'évolution de la République démocratique du Congo à court, à moyen et à long terme au lendemain du 20 décembre 2023? La prospective, c'est cet art de voir loin et de loin, en vue de prendre les décisions qui s'imposent pour négocier convenablement les virages à prendre qui tiennent compte de l'évolution de notre société. Quand je parle de virage, sur le plan politique, je peux regarder les années 60. L'année 60, même l'année de l'indépendance, ça a été le premier virage que nous avons négocié. Et ce virage avait fait l'objet de questionnements à gauche comme à droite. Les uns disaient, nous voulons l'indépendance immédiatement, une indépendance immédiate. Les autres disons, prenons quand même le temps de nous préparer, car c'est une chose sérieuse que devenir indépendant et se prendre en main. C'est un virage qu'il fallait prendre. Comment l'avions-nous négocié? Voilà une question qui nous amène toujours, quand on parle d'anticipation, il y a trois moments importants. Il y a le passé, il y a le présent et il y a l'avenir. L'avenir ne s'invente pas. Alors, la façon dont nous avons négocié le passé, l'indépendance, il y a à boire, à manger là-dedans, on sait tout ce qu'on a dit, nous sommes quand même heureux d'être indépendants, même si aujourd'hui nous disons que cette indépendance est fortement menacée. Mais cette indépendance, nous l'avons eue. Mais nous étions une société, une nation multitribale, multiethnique, comme nous le sommes encore aujourd'hui. Si les sociétés, les ethnies restent enfermées entre elles, et en ce moment-là, la plupart des ethnies étaient enfermées entre elles, le problème se posait déjà en ce moment-là avec acuité. Vous n'avez qu'à voir les problèmes qu'il y a eu, pour prendre le cas du Kasaï, entre le Loua et les Louba. Au départ, ce sont des frères. Mais petit à petit, les uns commencent à regarder les autres par-dessus l'épaule. Ils sont tous d'accord pour l'indépendance à long terme, entrant pratiquement dans la vision du Belge Van Bilsen. Plus ou moins dans cette vision-là. Il faut une préparation. Mais avec le passage de Lumumba, de Ngalula et de Diomi, je crois, à Accra, ils changent du tout au tout. Tous disent l'indépendance immédiate. Ok, cette indépendance, avec les événements que vous connaissez, on l'a eu. Et le Premier ministre fera, le roi Baudouin fera un discours où il relève deux points importants. C'est d'abord des problèmes ethniques. Il dit,
Ce sont des choses qu'il faudra prendre au sérieux et qu'il faudra contribuer à faire évoluer. La deuxième chose, c'est la richesse de ce pays. Ça attirera des convoitises. Il faudra ouvrir l'œil et le bon. Quand on relit le discours du roi Baudouin, on s'est dit, mais c'était un visionnaire. Et viendra le discours du président Kasavubu, le prince de sagesse, il viendra le discours de Lumumba. Le discours de Lumumba contient une, comment est-ce qu'on dit, une feuille de route magnifique, qui n'aura pas l'occasion d'accomplir, de réaliser, pour la simple raison que la première partie de son discours était un crime de lèse-majesté. Il ne faut pas faire la fine bouche. Ce n'était pas nécessaire, toute cette partie-là n'était pas absolument nécessaire ces jours-là et à cet endroit, en présence du roi Baudouin. Et vous savez ça que ça nous a coûté. Ce que je retire aujourd'hui en regardant derrière, c'est que l'orgueil ne paye pas. Il faut savoir partir quand le temps vient. On a fait allusion à la Constitution. 5 ans. C'est renouvelable une fois. 10 ans. Alors, quand le temps vient, pourquoi ne pas partir élégamment? Pourquoi chercher à modifier astucieusement? On a fait allusion aux astuces ici. En politique, il faut être astucieux et partir élégamment. Et ne jamais dire, après moi, le déluge. Si on proclame les résultats qui sont conformes à ce que tout le monde aura observé, je pense qu'il n'y aura rien à craindre, il n'y aura pas de naufrage et nous continuerons à construire notre pays patiemment. Voilà, madame, si j'ai bonne mémoire, vous avez fait près de 40 ans à l'extérieur du pays. Précisément, vous vivez aux États-Unis d'Amérique et vous avez jugé opportun à regagner les pays. Je me dis, au moment où le pays est plongé dans les chaos, qu'est-ce que vous venez faire exactement? Si on prend les cas de femmes à l'Est, les femmes croupissent dans la misère et sont victimes de la guerre, les enfants qui passent nuit à la belle étoile, au quotidien il y a des actes de violence, ainsi de suite. Vous revenez à Kinshasa, en RDC, dans quel but exactement? Cofondatrice du RAREC, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, Madame Thérèse Mouleka? En entrée de matière, je voudrais souligner que l'essence de l'être humain est faite par une combinaison de plusieurs facteurs, à savoir la famille, la société avec tout ce qu'elle offre, l'école et les autres expériences qui sont sur le parcours de l'être humain, comme l'éducation, la profession, la croyance religieuse ou pas, le courant philosophique, l'art, la musique, le statut social et civil, etc. Donc c'est tout simplement pour vous dire que l'être humain a plusieurs dimensions et facettes qui sont visibles et invisibles. Je voudrais nous dire aussi que nous naissons tous bons, mais parfois c'est la société qui fait que nous avons pris telle ou telle autre direction. On reste toujours attaché à son pays, au fait, son pays natal, son pays d'origine. Parce que le cordon ombilical, dans mon cas, moi, il est toujours présent. Et j'ai toujours eu beaucoup d'occasions de revenir ici. Et à chaque fois que je revenais, quand je rentrais là où j'étais pour les vacances, je me sentais un peu plus regaillardi parce que je me dis, je suis allé me ressourcer auprès des miens, auprès de mon pays. Et la relation que j'ai avec ce pays qui m'a vu naître, malgré l'éloignement, mais moi je sens toujours la proximité avec cette terre natale qui est la mienne et qui est la nôtre. Ça peut paraître contradictoire, éloignement, proximité, mais bon, c'est quelque chose de réel pour moi. Je crois aussi que le fait d'avoir vécu longtemps à l'extérieur m'a beaucoup enrichi et a fait de moi aussi la personne que je suis, parce que
mon pays d'adoption, les États-Unis d'Amérique, que j'aime beaucoup, m'a aussi donné, j'ai aussi contribué à ce pays-là. Tous mes enfants sont, quelques-uns sont nés là-bas, mais ils ont tous grandi là-bas et c'est un peu ça. Et je crois personnellement aussi que notre humanité est façonnée par plusieurs facteurs. Ce sont les lieux qu'on fréquente, ce sont les milieux, ce sont les pays dans lesquels on vit, les pays dans lesquels on a vécu. Et tout ça fait que ça donne à l'être humain un plus ou, à mon avis, je vais dire, une couverture qui l'enrobe dans plusieurs choses. J'ai eu aussi, pour la petite histoire, à voyager. Et à voyager beaucoup sur presque tous les continents. Et chaque fois que moi je voyageais, j'ai toujours eu à regarder, à voir, à comparer. Mais malheureusement, chaque fois je me pose toujours les questions, je dis, mais on a un si beau pays, le pays qui a le plus de richesses au monde, mais quand nous sommes chez nous, ça ne se voit pas, ça n'apparaît pas, qu'est-ce qu'il y a, comment faire? Et je me dis, bon, on peut bénéficier de ce qu'on a appris pour aussi redonner aux autres. Ce qui m'émerveille le plus dans les États-Unis, qui est ma seconde patrie, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est le sens très poussé du patriotisme et de l'amour pour le pays. C'est ce que RAREC fait, et moi, en tant que femme dans RAREC, et monsieur le professeur Mpoyi a dit, quand vous avez éduqué une femme, vous avez éduqué toute une nation, tout simplement parce que la maman saura prendre soin de ses enfants, saura suivre les devoirs, ainsi de suite. Être femme, je crois que nous avons, en tant que femme, un rôle prépondérant dans la bonne marche de notre société en général. Et je voudrais aussi dire que chaque fois que je viens, ou chaque fois que je venais, au fait c'était un petit jeu moi-même que je me faisais, hein. Je me disais, je parle avec mes neveux pour essayer un peu de, je ne dis pas mesurer, hein, de voir comment ces jeunes gens-là d'aujourd'hui réfléchissent un peu. Et tout le temps, j'étais tout le temps dessus parce que je me disais, mais comment ça se fait qu'un universitaire ne parvient pas à bien réfléchir ou à être objectif? Et je faisais toujours les mêmes exercices. Et ce que je fais là, et je continue toujours de le faire, mais vous en faites pas, c'est vraiment dans ce pays, on a besoin, et je souligne le mot besoin, d'une renaissance intellectuelle. Parce que la majorité silencieuse de la multitude que nous sommes, la majorité est ployée sous les oppressions, les agressions de tout genre, à savoir la faim, la maladie, l'analphabétisme, le manque d'infrastructures de base, qu'on se le dise, l'eau, le courant. Et tout à l'heure, quand nous sommes venus ici, l'état des routes est complètement déplorable. Donc cette majorité-là, quelques-uns qui sont avec nous ici, on se bat pour arriver quelque part. Et moi ici, parce que je vois quelques dames qui sont ici avec moi, moi je les encourage, il faut venir hein, avec RAREC, on va parler, on va discuter entre nous femmes, parce que parfois les problèmes des femmes sont typiquement féminins. Donc je m'arrête là, mais RAREC fait de son mieux pour éveiller la conscience de la majorité silencieuse. Merci, madame. Je pense que nous sommes à la fin de cette conférence spéciale, une émission en quelque sorte. Je m'en veux vous rappeler que la conférence s'inscrit dans le cadre de la 8e activité de la série 2023 des conférences annuelles de RAREC ASBEL. Aujourd'hui, RAREC a choisi de s'adresser à la nation sous un format nouveau. Voilà. Avant de donner la parole au professeur Mpoyi, il a juste 30 secondes pour le message particulier. Laisse-moi vous rappeler ceci. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui de présenter le professeur Mpoyi Kamolaya parce que son nom est désormais attaché à une jurisprudence de la Cour constitutionnelle, non seulement dans notre pays, mais aussi certainement à travers le pays africain dans lesquels l'inéligibilité à la fonction de chef de l'État est réservée exclusivement à ceux qui disposent
d'une richesse, quelle qu'en soit l'origine. Outre l'arrêt du 30 octobre 2023 qui a barré la route à votre candidature, la candidature du professeur Mpoyi Kamolaya au scrutin présidentiel qui se tiendra, sauf imprévu, dans 15 jours. Les professeurs Mpoyi continuent d'espérer que la Cour constitutionnelle devra bien s'acquitter dans le prochain jour de son devoir de dire le bon droit quant à l'inconstitutionnalité de la caution qui a soulevé au terme de la requête qui est enrôlée devant la Cour. Voilà, professeur, vous avez 20 secondes pour le message chute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je vais utiliser le temps que vous m'accordez généreusement pour m'acquitter d'un devoir. En tant que fondateur de RAREC, nous avons organisé cette conférence spéciale et nous sommes heureux que la chaîne de télévision Antenne A a accepté notre invitation, a accepté de se déplacer pour venir ici organiser et permettre à la nation tout entière de nous suivre. Je remercie de manière très particulière mes collègues, les professeurs. Vous voyez ici que nous avons eu le privilège d'avoir deux philosophes qui nous ont fait comprendre comment la philosophie est une branche indispensable. Je vois qu'il y a aussi quelques philosophes parmi les participants. Nous avons un géographe et nous savons que la géographie est très importante. Je ne vais pas abuser de ce temps pour remercier ma propre épouse. Je vous remercie, vous tous qui vous êtes dérangés, malgré la pluie, pour venir participer à cette émission très spéciale. Voilà, c'est la fin de cette émission. Le rendez-vous politique est une émission particulière, vous avez compris. Nous sommes à la fin. C'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Vous avez pris l'émission en cours. La rediffusion, c'est demain à 8h, heure de Kinshasa. Restez branchés sur votre chaîne, la chaîne de référence Antenne A. Et une bonne suite des programmes. Bonsoir à tous et chacun.